Très belle matinée, il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Les européennes, c'est dimanche. Marine Le Pen mène la charge. Dans son viseur Emmanuel Macron bien sûr, mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Attention, propos de tribune, la présidente du Rassemblement National a surnommé la France Insoumise la France islamiste. À 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit la tête de liste Rassemblement National, Jordan Bardella. La controverse Vincent Lambert aurait-elle pu être évitée grâce à la procédure des directives anticipées sur la fin de vie ? Il faut les mettre par écrit. Le gouvernement enjoint les Français à y recourir. Les explications de la chef du service société dans un instant. Et enfin, le nouvel enfant terrible du tennis mondial est australien. J'ai nommé Nick Kyrgios. Après avoir insulté Novak Djokovic et Rafael Nadal, le voilà qui déclare, je cite, Roland Garros, c'est nul. À 8h12, on va partir en Catalogne avec Vincent Hervouette. Des indépendantistes ont été élus députés alors qu'ils sont en prison. Europe 1. On anticipe une abstention record. Les indécis sont aussi très nombreux. Alors l'urgence, c'est de mobiliser. Meeting de fin de campagne hier soir pour la plupart des grandes formations. Le Rassemblement National tenait par exemple tribune à Villeblevin dans l'Yonne. Marine Le Pen a ciblé le président de la République. C'est une habitude, mais aussi la France Insoumise. Reportage de notre envoyé spécial Adrien Beck. À 5 jours du scrutin, plus question de faire dans la nuance le vote utile anti-Macron, c'est moi. Voilà le message de Marine Le Pen qui appelle ses militants à aller chercher les voix chez ses adversaires comme les Républicains. Ils sont sous la coupe de la CDU de Mme Merkel. Ils obéissent aux consignes de vote qu'on leur donne. Qu'ils soient 10 ou qu'ils soient 11, ça ne changera rien. Les Gilets jaunes, eux, sont invités à préférer le RN au parti de Jean-Luc Mélenchon. Quant à la France insoumise, qui devrait s'appeler la France islamiste, Marine Le Pen qui n'épargne pas non plus les petites formations souverainistes, pourtant très loin dans les sondages. Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan. vous avez encore quelques jours pour aller dire à ceux qui veulent voter pour des petites listes qui ne feront pas les 5%, qui n'auront donc pas d'élus, que leur voix va être gâchée. Dans la salle, Sophie qui hésite entre Patriote et RN a écouté attentivement. La balance penche effectivement plutôt côté Marine Le Pen, c'est clair. Voilà. Vote utile. Oui. Pour faire barrage à Macron, ça c'est évident. La jeune femme tempère, elle tient au Frexit, alors elle se laisse jusqu'à dimanche pour choisir. Villeblevin, Adrien Beck, Europe 1. Et notre sondage BVA, Orange pour Europe 1 et La Tribune donne le Rassemblement National en tête avec 23% des intentions de vote. La République En Marche, 22%. Troisième est stable, la liste Les Républicains avec 13 points. Et score serré entre la France Insoumise à 8,5 et Europe Écologie Les Verts à 8%. Et la tête de liste Rassemblement National répondra à toutes nos questions. Jordan Bardella, l'invité d'Europe 1 à 8h15. Et pour conclure, Nikos, cette page politique, sachez que Lionel Jospin a appelé à voter pour la liste PS, place publique, menée par Raphaël Glucksmann. L'ancien Premier ministre n'est plus tenu à la réserve depuis qu'il a quitté le Conseil constitutionnel. La controverse Vincent Lambert aurait-elle pu être évitée grâce à la procédure des directives anticipées sur la fin de vie ? C'est en tout cas ce que suggère le gouvernement qui enjoint les Français à y recourir. Il s'agit de mettre par écrit sa volonté, des consignes pour le corps médical, au cas où on se retrouve dans une situation où on ne serait plus en capacité de les exprimer. Sauf que nos concitoyens sont très peu nombreux à accomplir cette démarche. Ève Roger. Ils sont même très minoritaires. Seuls 13% des Français de plus de 50 ans ont rédigé leurs directives anticipées. Et très souvent, c'est par négligence, manque d'information ou tout simplement superstition. En écrivant, on peut faire un petit clin d'œil au destin en lui disant coucou, je suis là, si tu veux me faire venir plus tôt que prévu, c'est possible. Est-ce qu'il faut passer devant le notaire ? Est-ce que c'est juste une feuille que l'on a dans son portefeuille, que l'on a quelque part chez soi ? Ça aussi, c'est très mal expliqué. Et pourtant, rien de plus simple, il suffit d'un crayon et d'une feuille de papier, rappelle Véronique Fournier, présidente du Centre national des soins palliatifs. Ce n'est pas formel, on n'est pas obligé d'aller chez le notaire, on n'est pas obligé de remplir un document particulier. L'idée, c'est de dire quelles sont ses limites. Dire je ne voudrais pas que la médecine en fasse trop, ou au contraire, je ne voudrais pas que la médecine s'arrête, je voudrais qu'elle en fasse le maximum de ce qui est possible. Vous pouvez les donner à votre médecin traitant, vous pouvez les donner à vos enfants, vous pouvez les donner à votre personne de confiance. Aucune obligation formelle. Et si vous ne savez pas quoi écrire, pas de panique, il y a des modèles sur le site du ministère de la Santé, avec des cas très concrets. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a une maladie grave peut préciser s'il souhaite être maintenu artificiellement en vie en cas de coma définitif. Ève Roger, la chef du service société d'Europe 1. Un CRS renvoyé aux assises en 2016.
2016, lors d'un rassemblement contre la loi travail, il avait lancé une grenade de désencerclement dont l'explosion avait grièvement blessé un manifestant. Ce dernier a perdu un œil. Le policier de 50 ans devra être jugé pour violence volontaire, mais ses avocats ont fait appel de ce renvoi aux assises. L'Assemblée nationale a achevé cette nuit l'examen du projet de loi sur la fonction publique. Un vote solennel en première lecture aura lieu mardi prochain. Le texte vise à moderniser le statut des 5,5 millions de fonctionnaires et à instaurer un plus large recours aux contractuels. Le représentant du pape en France est attendu dans les locaux de la justice, de la police judiciaire cet après-midi. Luigi Ventura, nonce apostolique, c'est-à-dire ambassadeur du Vatican. Il est soupçonné d'agression sexuelle, vous le savez. 3 hommes l'accusent d'avoir eu la main baladeuse à plusieurs occasions. Eh bien, le nonce va être tout à l'heure confronté à ses victimes présumées. Benjamin est l'un des plaignants. Il s'est confié à Pierre de Cossette pour Europe 1. Il se réjouit de cette confrontation, mais il ne voudrait pas que l'immunité diplomatique de Luigi Ventura ne fasse obstacle à la continuation de la procédure. Ça m'intéresse de savoir comment il va présenter les choses. Moi, je m'en souviens très très bien. Mes souvenirs sont solides. Et moi, je veux que cette personne me regarde dans les yeux et me dise sa version. Et je suis très très curieux de savoir s'il aura la même tête que la première fois que je l'ai vu. J'attends ce regard-là pour savoir si ce sera le même qu'il a eu pour moi juste après m'avoir touché les fesses alors qu'il était à côté de moi depuis 3 secondes. Et c'était un regard très, très tranquille, très bonhomme, un regard de père de famille aimant. Et ensuite, je veux que la procédure continue, c'est surtout ça qui est important. Parce que moi, je ne veux surtout pas que cette confrontation soit le point d'orgue de la procédure et qu'on s'arrête là et qu'ensuite cette personne, d'une manière ou d'une autre, peut-être à travers son statut d'immunité diplomatique, soit soustrait à la justice française. Moi, je veux qu'il soit présenté devant un juge. Témoignage recueilli par Pierre de Cossette pour Europe 1. En Angleterre, c'est la tentative de la dernière chance selon les termes de Theresa May. Oui, la Première ministre a proposé hier aux députés un compromis pour sortir de l'ornière du Brexit. Si son accord est accepté la semaine prochaine, la Chambre pourra alors aussi se prononcer sur la tenue d'un nouveau référendum sur la sortie de l'Union européenne. Comme d'habitude, avec le Brexit, plusieurs cas de figure sont possibles. Notre envoyé spécial à Londres, Pierre Herbulot, nous explique tout. Le premier scénario possible, c'est celui du bout du tunnel. Si l'accord est accepté et que les députés votent contre un nouveau référendum, alors le Brexit sera enfin effectif, probablement avant le 31 octobre comme c'est prévu aujourd'hui. Deuxième scénario, celui du retour à la case départ. Si l'accord est accepté début juin par les députés qui disent oui dans la foulée à un second référendum, alors les Britanniques retourneront aux urnes comme en 2016. Le dernier scénario, c'est celui du chaos. Si malgré les compromis de Theresa May, son texte n'obtient pas la majorité au Parlement, alors les interminables discussions, tractations, propositions sur le Brexit continueront, comme c'est le cas depuis 3 ans. Et vu les premières réactions des chefs de file de l'opposition qui voient là un piège politique de Theresa May, c'est bien ce scénario-là qui risque de se réaliser. Londres, Pierre Herbulot, Europe 1. La suite du journal avec David Doucan et la guerre de l'avortement relancée aux États-Unis. Oui, une dizaine d'États a voté ces dernières semaines des lois très restrictives et même en Alabama, l'interdiction quasi totale de l'interruption volontaire de grossesse. Hier soir, des manifestations étaient organisées dans toutes les grandes villes du pays pour protéger le droit des femmes de choisir. Reportage et décryptage de notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Pour les milliers de manifestants réunis au cœur de Manhattan, l'heure est à la contre-attaque. Mon corps, mon choix, crie-t-il. Leur pancarte dénonce les restrictions à l'avortement dans une dizaine d'États. En Alabama, explique la jeune Camille, un violeur va désormais risquer moins de prison que le médecin qui ferait avorter la victime du viol. Tout ça, c'est un plan, un effort concerté, dénoncent Hildy et Anita. Les anti-avortements, expliquent-elles, ont fait passer ces lois sachant parfaitement qu'elles seront contestées devant les tribunaux. Leur but, c'est de remonter jusqu'à la Cour suprême. La plus haute juridiction du pays a garanti le droit à l'avortement dans un arrêt symbolique il y a 46 ans. Les anti-IVG pensent avoir enfin une chance de revenir en arrière grâce à Donald Trump. Il a nommé 2 juges ultra-conservateurs à la Cour suprême qui penchent désormais très à droite. Oui, nous sommes inquiètes, confessent Hildy et Anita. Elles qui ont manifesté dans les années 60 et 70, elles ne pensaient pas avoir à redescendre dans la rue pour défendre le droit de leurs filles et de leurs petites-filles à disposer de leur corps. New York, Xavier Yvon, Europe 1. On va parler de tennis maintenant avec l'enfant terrible qui a encore balancé des petites phrases. Oui, le 36e au classement ATP, Nick Kyrgios, l'Australien d'origine grecque, hein, vous l'avez fait remarquer, avait la semaine dernière insulté Novak Djokovic et Rafael Nadal dans une interview. Il participera la semaine prochaine à Roland-Garros et voilà qu'il étrille le tournoi parisien dans une vidéo. Corinne Boulou.
Pas pressé du tout de venir à Roland-Garros, Nick Kyrgios. Lundi, il préférait d'ailleurs échanger des balles avec Andy Murray sur l'herbe de Wimbledon et il ne s'est pas privé de faire savoir son peu de goût pour le tournoi parisien sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je suis ici de temps en temps et que je dois me rendre à Paris dans quelques jours. Roland-Garros, c'est nul par rapport à cet endroit. Absolument nul. La direction du tournoi parisien n'a pas souhaité réagir au nouveau dérapage de l'Australien de 24 ans. Elle connaît les frasques du zigoto, tout comme le public d'ailleurs, interrogé dans les allées de Roland-Garros. Renan, par exemple, lui promet un accueil particulier. Dire que Roland-Garros, c'est de la... voilà, c'est lui que ça regarde. Il ne faudra pas qu'il s'étonne quand il rentrera la prochaine fois sur le court, qu'il se fasse siffler ou que le public soit légèrement hostile à son écart. Il pourra peut-être même y avoir une bonne prise de bec avec un des spectateurs. Ouais, il va trop loin... voilà, on verra bien. Et ne lui en déplaise, l'entrée du phénomène australien ne devrait donc pas passer inaperçue. Corinne Boulou pour Europe 1. Roland-Garros, c'est nul, Nikos. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, je ne suis pas d'accord, évidemment, mais c'est un provocateur, comme l'aurait fait à une autre époque un McEnroe. Après, Exactement. il n'a pas expliqué pourquoi il n'aime pas Roland-Garros, même s'il va y participer. Il n'a pas développé, mais il a le droit de le penser, au fond. Bien sûr. Il a le bien droit de sûr. le penser.